Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle adaptation de jeu vidéo, une adaptation que j'aime énormément, ça fait partie des 6 films Resident Evil de Paul W.S. Anderson. Cette fois-ci c'est Resident Evil Extinction, j'ai déjà abordé les 2 premiers sur la chaîne, analyse en détail. Et donc Resident Evil Extinction sorti en octobre 2007 que j'étais allé voir en salle, je vous en parle 100% spoilers. Et bien évidemment, étant donné que j'adore le cinéma de Paul W.S. Anderson et que j'ai énormément aimé ce film, ce sera une critique très positive, même s'il y a des petites choses à reprocher au film quand même. Donc ce film qui sort en octobre 2007 en France, à savoir que le film est interdit aux moins de 12 ans lors de sa sortie, et c'est justifié étant donné la violence du film, même si c'est pas le film le plus violent qui soit, ce film est un succès au box-office mondial. Pour un budget de 45 millions, il en rapporte 147, donc plus du triple. Et ma foi, c'est le film charnière de cette saga de Paul W.S. Anderson, puisque le précédent, Resident Evil Apocalypse, qui est mon préféré des 6 films, était plutôt fidèle à l'intrigue des premiers jeux, notamment Resident Evil 3 Nemesis, puisque Nemesis était l'attraction principale, ainsi que Raccoon City qui était plutôt bien décrite. Là, dans ce 3e opus Extinction, on s'affranchit de la fidélité au jeu pour déplacer l'intrigue, inventer, tout en gardant quelques petits éléments, notamment de Code Veronica, et surtout en introduisant d'autres personnages du jeu, mais on va y revenir. C'est donc le film de l'affranchissement de Paul W.S. Anderson à la saga. Ça porte le nom Resident Evil, c'est normal, il y a quand même des points communs, mais c'est un film qui trouve sa propre identité et c'est le propre d'une adaptation de jeux vidéo, ne pas faire un copier-coller des jeux. Je peux donc comprendre la déception des joueurs, mais je trouve que le film a été beaucoup trop injustement décrié. C'est un film très divertissant, qui a son intrigue à part entière, qui prend une direction vers la fin du film inédite dans les jeux et qui va vraiment devenir le fer de lance des 3 films suivants, qui vraiment tient à cœur à Paul W.S. Anderson. Et donc je vous en parlerai dans quelques instants, mais faisons d'abord un petit point sur le casting. Donc bien évidemment le retour de Milla Jovovich, extrêmement badass, moi vous le savez c'est mon actrice préférée. Milla Jovovich qui ici d'ailleurs a créé son propre costume, petite info à savoir, puisque Milla Jovovich est aussi une styliste au niveau vestimentaire, au niveau de la mode, et elle s'est investie beaucoup plus que dans le film précédent, elle s'est investie ici dans la production du film. Le film n'est pas réalisé par Paul W.S. Anderson, c'est ici Russell Mulcahy qu'on connaît pour les 2 premiers Highlander, mais aussi pour Razorback. Russell Mulcahy, réalisateur australien, qui ici va servir entre guillemets de caution au film, parce que c'est clairement un film de Paul W.S. Anderson, il officie à la production, il officie au scénario, c'est les idées de Paul W.S. Anderson, mais il se paye les talents de réalisateur de Russell Mulcahy pour faire ce film, alors que lui bosse sur d'autres projets pendant ce temps-là. Et puis ensuite, il reprendra le flambeau 3 ans après, en 2010, avec Resident Evil Afterlife, et réalisera les 3 derniers. D'ailleurs, les 3 derniers seront beaucoup plus cohérents les uns les autres. Ici, le film tranche avec le précédent, et les films suivants trancheront aussi avec celui-là. Le scénario, quel est-il? Ça se passe au moins 5 ans après Resident Evil Resident Evil Apocalypse, où notre équipe composée de Carlos Oliveira, Jill Valentine et Milla Jovovich, donc Alice, quittait Raccoon City. Alice, après avoir été capturée par le docteur Isaacs, joué par l'excellent Ian Glenn, avait finalement échappé à sa surveillance, mais ils pouvaient l'espionner parce qu'ils avaient un contrôle mental, notamment grâce aux satellites, ils avaient un contrôle mental et pouvaient suivre Alice à la trace. Elle s'en est aperçue, a décidé de fausser compagnie à l'équipe pour tout simplement ne pas les mettre en danger, mais elle suit cette petite équipe pas très loin, elle reste à distance, mais elle les suit pas très loin. Ici, on n'a plus de nouvelles de Jill Valentine, ça fait partie des points négatifs qui font qu'il y a une petite incohérence avec le film précédent, mais on y reviendra. Par contre, on a toujours Carlos Oliveira qui, lui, a rencontré un groupe de survivants mené
par Claire Redfield. Claire Redfield qui est là dans Resident Evil 2, qui est là dans Resident Evil Code Veronica, un des personnages principaux de la franchise, un personnage excellent dans les jeux, qui est ici assez différente des jeux, et surtout qui est brillamment interprétée par Ali Larter. Ali Larter que l'on avait vu dans la série Heroes, et Ali Larter vraiment est très charismatique, elle n'a rien à envier à Mila Jovovich, elle tient la dragée haute, les deux femmes étant vraiment les deux facettes de ce film. Elles sont complémentaires, elles sont aussi badass, charismatiques et attachantes l'une que l'autre. L'une vient des jeux, l'autre est un personnage inédit créé pour les films. Et donc, Claire Redfield conduit un convoi de survivants qui ne cesse de diminuer en nombre car ils ne cessent de perdre des membres à cause justement des dangers. Elle conduit donc ce convoi à travers le désert pour chercher des survivants dans les différentes petites villes, mais aussi pour chercher du carburant, car le monde, en au moins 5 ans qui se sont écoulés depuis l'opus précédent, le monde s'est désertifié. En effet, le virus non seulement a anéanti, donc s'est propagé au-delà de Raccoon City, l'explosion nucléaire à la fin du 2 n'a pas empêché le virus de se propager au reste de l'humanité entière, mais ça a aussi causé une désertification du monde entier, et donc les sables et le désert ont recouvert notamment les États-Unis, mais aussi le reste du monde. Ici, c'est donc un film où il y a beaucoup de sable, beaucoup de désert, assez aride. On est vraiment dans une ambiance Mad Max, le défi, ce qui est la principale influence, et en parallèle à ça, Umbrella et le Dr Isaacs continuent de traquer la vraie Alice, et comme ils ne peuvent pas mettre la main sur elle parce qu'elle se cache, alors ils ont décidé de la cloner, tout simplement parce que le sang qui contient le virus T dans le corps de Alice, dans l'ADN, son sang pourrait être la clé pour empêcher l'humanité de s'éteindre, en tout cas stopper l'épidémie, et que Umbrella et ses dirigeants remontent à la surface, car dans les plus grandes villes du monde où est installé Umbrella, ils sont tous cachés dans des centres souterrains. Et on introduit d'ailleurs le personnage de Albert Wesker, qui est essentiel dans les jeux. Ici, on l'introduit en tant que PDG de Umbrella Corporation. Alors, c'est assez différent des jeux, mais encore une fois, on est dans une adaptation totalement libre qui s'affranchit totalement de l'intrigue des jeux. Et ici, il est PDG de Umbrella, PDG mondial de Umbrella, et c'est lui qui donne les ordres, mais le Dr Isaacs ne va pas respecter ces ordres-là. Il va se lancer coûte que coûte à la poursuite de Alice, et au final, après avoir été lui-même infecté, il se transformera en tyran qui apparaît dans les jeux. C'est un des boss, il me semble, de Resident Evil 1, et il sera vaincu par Alice à la fin du film. Voilà pour ce qui est de l'intrigue, mais le but principal de cette intrigue, c'est de nous introduire le clonage, puisque on va avoir plusieurs Alice, plusieurs Mila Jovovich, et à la fin de ce film, toutes ces Mila Jovovich, sous la direction de la vraie Alice, vont se rendre au QG au Japon, au QG de Umbrella Corporation, pour les traquer, et ça introduira le film suivant, Resident Evil Afterlife, dont on parlera dans quelques temps sur la chaîne. Alors au niveau du casting, comme je vous disais, Ali Larter vient jouer Claire Redfield, Ali Larter qu'on avait vu dans Heroes, qui reprendra son rôle de Claire Redfield dans Resident Evil chapitre final. D'ailleurs, il me semble qu'on la revoit même dans Resident Evil Afterlife, si je ne me trompe pas. Et Oded Fehr reprend son rôle de Carlos Oliveira. Oded Fehr, quel excellent acteur que l'on avait vu dans la trilogie La Momie avec Brendan Fraser, qui est vraiment ultra charismatique. C'était un très bon choix pour Carlos Oliveira dans Resident Evil Apocalypse. Il reprend brillamment son rôle ici, même si son personnage s'arrête ici, puisqu'il se sacrifiera après avoir été mordu. Il se sacrifiera non sans avoir fait ses adieux. On sent que pendant plusieurs années où il a été au contact de Claire Redfield, il s'est attaché à elle, mais surtout, il avait développé des sentiments qui étaient mutuels avec Alice, donc jouée par Mila Jovovich, et les deux étaient amoureux l'un de l'autre, et donc c'est un adieu plutôt émouvant, avec une Mila Jovovich bouleversée de la disparition, du sacrifice de
Carlos Oliveira avec le petit bisou qui fait plaisir avant de se dire adieu, et Carlos Oliveira qui fera exploser une cuve de carburant pour pouvoir permettre à tout ce convoi de s'échapper, à tout ce convoi avec Claire Redfield, puisqu'ils ont trouvé un carnet, c'est notamment Alice qui a trouvé le carnet, où on nous dit qu'en Alaska, il y a une base sécurisée où il n'y a pas de zombies, et Claire Redfield avec les survivants, partira en Alaska pendant que Mila Jovovich s'en ira régler le compte du docteur Isaacs et ensuite se lancera à la poursuite de Umbrella avec toutes ses clones. Personnage donc qui est extrêmement important dans les jeux, Albert Wesker, ici joué par Jason O'Mara, qui sera remplacé à partir du suivant par Sean Roberts, qui restera jusqu'à la fin, jusqu'à Resident Evil 6, c'est-à-dire Resident Evil chapitre final, toujours joué par Sean Roberts et qui deviendra de plus en plus important au fil de l'intrigue. En dehors de ça, on a Spencer Locke qui jouera Kmart, qui reviendra dans le film suivant, ainsi que Ashanti, la chanteuse, qui jouera un petit rôle dans le film, un petit rôle en complément de Mike Epps qui reprend son rôle de LJ, le rôle humoristique que tenait Mike Epps dans Resident Evil Apocalypse. Ici, LJ se fera mordre et bien évidemment il sera tué, mais ça reste l'élément comique des deux films. Ce ne sont pas des personnages indispensables, mais ce sont des personnages qui sont, ma foi, assez bienvenus, qui permettent une certaine légèreté, un peu d'humour. Et enfin, une apparition de quelqu'un qui n'est pas un nouveau dans l'univers de Paul W.S. Anderson, mais qui est plutôt bien connu, puisque c'est Lyndon Ashby. Lyndon Ashby qui jouait dans le Mortal Kombat de Paul W.S. Anderson en 1995 et qui faisait Johnny Cage. Alors ici on est en 2007, 12 ans après, il a pris un coup de vieux, il a un rôle qui n'est pas essentiel, c'est vraiment un rôle secondaire, mais ça fait quand même plaisir de revoir Lyndon Ashby dans un film Paul W.S. Anderson. Voilà à peu près pour le casting. Et maintenant, les influences. Alors les influences, la principale, c'est Mad Max le défi, pour tout ce qui est désertification, post-apocalyptique bien évidemment, manque de carburant, manque d'eau. On a aussi une forte influence, mais alors là, ça ne vient pas de Terminator, mais c'est plutôt Resident Evil Extinction qui sort en 2007, qui influencera un petit peu Terminator Renaissance dans la façon, on va dire, d'avoir ce monde post-apocalyptique avec des survivants qui sont à moto, notamment ici Mila Jovovich. Dans Terminator Renaissance, ce sera Kyle Reese qui sera confronté vraiment à un monde plutôt désertique. Terminator Renaissance sortira 2 ans après, mais voilà, on sent que Resident Evil Extinction, influencé par Mad Max, influencera à son tour d'autres films. Chose curieuse, Mad Max Fury Road, toujours de George Miller, créateur des 3 premiers films, qui sortira donc en 2015, aura un petit visuel assez identique, à savoir donc tous ces camions-citernes et tout ce convoi qui sont sur une route à travers le désert, qui se suivent les uns les autres. Ça, ce sera une idée que l'on verra développer dans Mad Max Fury Road. Alors, je ne vais pas dire que George Miller s'est inspiré de Resident Evil Extinction, puisque Resident Evil Extinction s'inspire de Mad Max le défi de George Miller, mais on sent vraiment que ces films ont de gros points communs. Après, ça s'arrête là. Mad Max le défi, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est zombies et Resident Evil, ou Mad Max Fury Road encore moins, mais personnellement, je dois dire que je préfère Resident Evil Extinction que Mad Max Fury Road, qui a été une petite déception quand je l'ai vu au cinéma la première fois, et même si je l'ai apprécié beaucoup plus au second visionnage, je trouve Resident Evil Extinction beaucoup plus fun. Après, ça c'est vraiment une question personnelle, je suis pas en train de remettre en question le talent de George Miller. C'est juste que je trouve que Resident Evil Extinction est tellement sous-coté et injustement décrié, et pourtant il a vraiment des idées de mise en scène, il a vraiment une direction artistique très intéressante. Autre influence, Judge Dredd. Judge Dredd, pourquoi? Pour le désert de la malédiction, et pour sa famille de dégénérés, avec son patriarche joué par, à l'époque, l'excellent Scott Wilson, qui a joué Herschel dans la série The Walking Dead.
qui faisait la famille de dégénérés qui mettait la main sur Judge Dredd et donc sur Stallone et aussi sur Rob Schneider. Cette famille de dégénérés qui cuisinait des soldats, qui étaient des cannibales. Ici, on a une famille de dégénérés au début. Et ils sont un petit peu vraiment... ça fait vraiment penser à cette séquence de Judge Dredd, avec donc ce dégénéré pasteur et ses fils. Ça peut faire aussi penser, bien évidemment, à la colline à des yeux, avec la famille de cannibales irradiés. Ça peut faire penser à Massacre à la tronçonneuse. Bref, tout ce genre de familles un petit peu consanguines ou de gens qui se nourrissent de chair humaine, qui sont pas très nettes. À savoir que en 2017 sortira Resident Evil 7, et dans Resident Evil 7, une des influences principales de Resident Evil 7 sera Massacre à la tronçonneuse, justement parce qu'on aura une famille de cannibales, un peu beaucoup même dégénérés sur les bords, qui seront vraiment une partie intégrante du scénario. Donc on voit que à la fois les Resident Evil, les films et les jeux ont des influences communes, à savoir les films de George Miller, les films donc comme Massacre à la tronçonneuse, La colline à des yeux, Judge Dredd, ce genre de choses, c'est très intéressant. Et enfin, grosse influence des oiseaux de Hitchcock. Alors là, c'est évident, avec toute cette séquence où on a les corbeaux qui ont ingéré de la nourriture, qui ont ingéré de la chair de zombies et qui sont devenus eux-mêmes à leur tour contaminés et qui vont se regrouper en essaim de corbeaux et attaquer tous les membres de cette communauté qui sont dans leur bus, dans leur van, dans leur jeep blindé avec des grillages sur les vitres. Vraiment, on a une attaque qui fait penser aux oiseaux de Hitchcock. C'est une influence plus qu'évidente. Donc, avec autant d'influence, on ne peut pas avoir un film mauvais. C'est vraiment pas un film mauvais. C'est sûr que si on le compare aux jeux vidéo, ça n'a plus rien à voir. Je suis d'accord. Mais à un moment donné, il faut comprendre qu'une adaptation, ça n'est pas du copier-coller. Une adaptation, je l'ai déjà dit dans les différentes adaptations de jeux vidéo que j'ai traitées, une adaptation n'est pas une transposition. Une adaptation, c'est pas obligatoirement du copier-coller ou extrêmement fidèle, comme par exemple Le Seigneur des Anneaux peut être extrêmement fidèle, celui de Peter Jackson peut être très fidèle au livre, avec quelques différences, comme Watchmen de Zack Snyder est extrêmement fidèle aux comics Watchmen, ou d'autres. Oui, ce sont des adaptations très fidèles, mais en général, les adaptations s'inspirent librement du récit pour raconter quelque chose d'autre. Elles empruntent à l'univers, elles empruntent beaucoup d'éléments, mais il y a un élément de surprise parce que l'intérêt, c'est que tout simplement, il faut présenter le monde de Resident Evil aux gens qui ne le connaissent pas. Si c'est pour faire quelque chose de 100% fidèle, on va s'adresser principalement aux joueurs. Et le but, c'est d'étendre cet univers et de le présenter à des gens qui n'y connaissent rien, à des non-initiés, à des non-gamers. Et je trouve que Paul W.S. Anderson l'a brillamment fait. Il est parti du jeu vidéo, plutôt fidèle sur les deux premiers films, avec des différences, mais plutôt fidèle pour vraiment s'en affranchir à partir de ce troisième opus. Troisième opus qui contient vraiment deux parties. La première partie avec tout ce qui est le désert et la poursuite de Umbrella, l'espionnage de Umbrella, qui vraiment garde un œil sur Alice. Et la deuxième partie avec Alice qui se rend dans le complexe de Umbrella et qui là va vraiment avoir affaire à toute cette histoire de clonage. Et ça va vraiment devenir le point fort et surtout l'identité scénaristique des trois films suivants, le thème du clonage. On a quand même des scènes chocs, une scène notamment vers le début du film où Milla Jovovich découvre un corps totalement calciné avec des centaines, des milliers de mouches, une scène plutôt écœurante. Voilà. Après on a la scène avec les oiseaux façon les oiseaux d'Hitchcock, ça fait partie des scènes qui sont visuellement impactantes, de l'émotion avec les adieux de Carlos, de la badassitude entre Claire Redfield et Milla Jovovich qui a affaire à ses propres clones, et ça aussi c'est une scène impactante, lorsqu'elle découvre ses propres clones, ça l'affecte,
Et le fait de l'avoir travaillé ensemble, le fait d'avoir plusieurs Milla Jovovich à l'écran, c'est très réjouissant. Donc c'est un film qui a vraiment de la personnalité, qui est extrêmement bien réalisé, qui a de très bonnes influences en matière de post-apocalyptique, de science-fiction, en matière horrifique. Tout ce que je peux vous dire, c'est oubliez les jeux quand vous regardez les films de Paul W.S. Anderson. Concentrez-vous sur les films de Paul W.S. Anderson en tant que divertissement et vous verrez qu'ils sont très fun. Maintenant, si vous voulez retrouver l'ambiance des jeux, c'est sûr que le reboot qui est sorti, Resident Evil Welcome to Raccoon City, est beaucoup plus fidèle à l'ambiance, dans son ambiance glauque, crade, à échelle humaine. Là, dans Resident Evil Extinction et dans tous les autres films, Afterlife, Rétribution et Chapitre Final, on est sur quelque chose de science-fiction totalement différent des jeux, mais c'est pas pour autant que c'est mauvais, c'est juste différent, mais on peut y trouver du plaisir à le regarder aussi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le film, toujours dans le respect, même si vous n'avez pas aimé le film, sachez que voilà, il en faut pour tous les goûts. Et bien évidemment, il y a eu des séries, il y a des films d'animation, il y a un reboot. Tôt ou tard, les gamers seront comblés et auront un Resident Evil qui correspond un petit peu plus à ce qu'ils ont envie. Mais en tout cas, cette saga de Paul W.S. Anderson comblera les fans qui ne connaissent pas forcément les jeux et qui ont envie d'avoir des films fun de zombies post-apocalyptiques. Merci à toutes et à tous, on se retrouve très vite pour de nouvelles adaptations de jeux vidéo. En attendant, portez-vous bien. Et ciao tout le monde.